Cynthia qui sont en direct du Cap, en Afrique du Sud. Si vous nous entendez bien, est-ce que vous pouvez nous faire un petit coucou sur le chat pour voilà, vérifier que vous êtes bien connectés avec nous? Alors, on vous laisse un petit peu de temps pour vous connecter. Alors, est-ce que vous pouvez juste me notifier que le son et l'image est correct pour tout le monde? Ah, ça y est, vous voilà. Bonjour Anne, bienvenue. Alors, je vais laisser dans quelques secondes la parole à Julie et Cynthia qui sont avec moi. Je voulais juste vous préciser 2 choses. N'hésitez pas à poser vos questions. On prendra un temps à la fin de la présentation pour pouvoir y répondre. Et pour que vous puissiez poser vos questions de manière un peu plus simple, vous voyez à l'endroit où vous tapez votre message, vous avez 2 icônes et il suffit de cliquer sur l'icône avec le point d'interrogation pour notifier au logiciel qu'il s'agit d'une question. Voilà pour moi. Et bah, écoutez, je vous souhaite une très très bonne formation et je laisse la parole à Julie et Cynthia. Bonjour tout le monde. Bonjour. Le temps que tout le monde arrive, on s'est dit que ça vous ferait plaisir de regarder quelques images sur l'Afrique du Sud. Donc, on vous a chargé une petite vidéo qui montre un petit peu que l'Afrique du Sud, ce sont des safaris, mais pas que. Il y a beaucoup d'autres choses. Donc, tant que tout le monde arrive, on vous montre ces images et puis ensuite, on commencera la présentation. À tout de suite. What is beauty? Is it a view that's been waiting for you for centuries? A setting that gives you goosebumps when you see it for the first time? A scene so striking it remains in your memory forever. A moment that stops you in your tracks and leaves you in awe. Some people spend their whole lives looking for it. Open yourself up to it, suddenly you find yourself in a place where true beauty isn't something you'll ever see. Because in this place, beauty has a much deeper meaning. Which is why, when you meet South Africa, you'll reconsider what you think you know. Vous avez apprécié. Il faut juste que je reprenne notre présentation. C'est une petite vidéo qu'on aime bien montrer parce que ça montre que l'Afrique du Sud, c'est une destination qui permet en fait de faire énormément de choses, que ce soit effectivement tout ce qui est nature, safari, réserve, on en parlera un petit peu plus tard, mais aussi tout ce qui est rythme urbain, histoire, culture. C'est vraiment une destination qui permet tout. Donc, toute petite présentation sur notre agence, comme ça vous savez qui on est. On s'appelle South African Travelers. On est un réceptif francophone, donc c'est vraiment notre spécialité.
On est maintenant une petite vingtaine de passionnés ici et tout l'accueil se fait en français. Une fois que nos voyageurs arrivent dans le pays, on les accueille en français. Les documents de voyage sont en français, etc. Donc, il y a une ligne qui est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour tous les voyageurs en cas d'imprévu. Ça fait 12 ans qu'on est là, qu'on couvre les pays d'Afrique australe et nous sommes basés au. Vous avez juste en haut de la présentation le lien vers notre site internet si jamais vous voulez le checker. Alors, au niveau de l'Afrique du Sud, je sais que les connaissances sont parfois un petit peu disparates. Donc, juste rapidement, la taille, pour ne pas rentrer dans les milliers de kilomètres carrés, eh ben, on fait 2 fois et demi la France. Donc, oui, c'est un très grand pays qui, pour en faire les quatre coins, en fait, il faut des vols internes. On est 52 millions d'habitants, donc ça fait quand même recensé, donc ça fait quand même un peu de monde. Au niveau des langues, on a 11 langues officielles, mais surtout, principalement l'anglais. L'anglais, c'est vraiment la langue que vous allez retrouver à travers tout le pays. Et puis, juste pour la petite histoire, ces 9 provinces, c'est 3 capitales parce que c'était à la base 3 pays mis ensemble. Et au niveau de la monnaie, c'est bien le rand sud-africain. On a une bourse sur place. Donc, si vous avez des voyageurs qui vous disent « Ah, mais est-ce qu'on peut amener nos euros? Est-ce qu'on peut amener nos dollars pour payer sur place ?» Ils peuvent les amener, mais pour aller les changer dans un bureau de change. Parce que voilà, au même titre qu'on ne paye pas en dollars une fois qu'on est en France, ben ici, on paye très rarement en euros. Donc, c'est bien le rand sud-africain qui doit être commandé à la banque avant, ou alors on a plein de distributeurs, il suffit de faire dézonner ces cartes. Donc, ça, c'est pour les petites questions des voyageurs. Nous sommes des spécialistes de l'autotour. L'autotour, donc, c'est bien à la base pas de guide et on loue les voitures pour nos voyageurs et nos voyageurs sont parfaitement autonomes dans le pays. On est dans un pays qui le permet sans aucun souci. On parlera un peu plus tard des objections clients, de la sécurité, de l'état des routes, etc. Mais l'autotour ici, c'est vraiment la façon la plus pratique de voyager dans le pays. Et ce qui est génial, c'est que vu que c'est un pays qui est hyper développé, c'est un voyage qui s'adapte à tous. Alors, on parlait du voyage en famille. Le voyage en famille, c'est vraiment un de nos voyages numéro 1. Nous, on est à l'agence, ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, on a fait des circuits dessinés par les mamans et donc adapté pour les enfants, avec les hébergements, les activités, les voitures adaptées jusqu'au siège auto et assez de place dans le coffre, etc. Des réserves qui sont malaria-free, pas trop de temps de trajet entre les différentes étapes. Donc, on peut sans aucun souci faire un voyage en famille. En règle générale, l'âge conseillé, ça va être à partir de 6 ans, parce qu'il y a beaucoup de réserves en fait qui n'acceptent pas les enfants en dessous de 6 ans dans les game drive. Mais s'il y a des petits loulous qui accompagnent, c'est vraiment pas un problème. On a encore des réserves hyper family friendly en stock. Les voyages de noces, évidemment, on est une destination bucket list pour les voyages de noces. Et puis la particularité de South African Traveler, c'est qu'on fait une petite extension au Mozambique pour avoir le côté plage paradisiaque et Robinson Crusoe. Et ça, c'est vraiment un énorme succès. Le voyage entre amis, sans aucun souci. On a des logements. Alors du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on prend plutôt des hébergements qui vont avoir des grands lieux de convivialité, des activités où on sait que c'est vraiment des super chouettes moments d'interaction. Et on fait aussi tout ce qui est voyage aventure et voyage thématique. Un de nos grands succès, c'est le voyage en Harley. Donc, on travaille avec Harley Davidson à Cape Town. Ils font toute la Garden Route. Mais on fait aussi les voyages golfiques parce qu'on a des golfs qui sont sublimissimes, dont un qui est un petit bijou avec un 19e trou où le départ se fait en hélicoptère et c'est dans une réserve privée. Donc, c'est quand même assez sympa. Donc, vraiment, sincèrement, l'autotour en Afrique du Sud, adapté pour qui? Vraiment adapté pour tous, sans problème. On va vous parler un petit peu des destinations à faire en priorité dans l'Afrique du Sud, parce que l'Afrique du Sud, comme on vous l'a dit, c'est immense. 2 fois et demi la France. La France, on la visite déjà pas, on ne sait pas faire la France en une semaine. Donc, imaginez-vous quand les gens nous disent on veut toute l'Afrique du Sud et on a 10 jours.
C'est pas vraiment possible. Donc, il y a des destinations à ne pas manquer. La toute première, nous en parlons en direct, c'est Cape Town. Cape Town, élue chaque année par plein de médias, la destination numéro 1, la top ville au monde. Cette année-ci, je crois que c'était le Daily Post à Londres. C'est une ville extraordinaire. Vous avez énormément de choses à faire. En général, on fait arrêter 2 à 3 jours à Cape Town, mais on peut y passer une semaine, 10 jours sans problème. Vous avez Cape Point, c'est le Cap de Bonne-Espérance, la montagne de la Table, Boulder Beach avec la seule et unique colonie de pingouins de toute l'Afrique du Sud, le survol en hélicoptère qui reste vraiment, vraiment merveilleux. Parapente, plongée avec les phoques, Robben Island, le waterfront, tous les marchés, etc. Il y a toute la visite historique du Cap qui est merveilleuse. On est une ville, ce qu'on appelle la ville des foodies, donc c'est-à-dire qu'on a 1000 restaurants, 1000 lieux où manger, 1000 concepts. C'est vraiment hyper, hyper dynamique comme ville. Quelque chose à rajouter sur Cape Town? Bah, c'est l'alliance parfaite entre un environnement urbain et malgré tout entre la montagne et la mer. Donc je pense que c'est vraiment une destination qui est juste unique de par sa position. En fait. Tout à fait. On peut aimer et la nature et la ville et on a les deux en un. Voilà, comme dit mon co-host. Une fois qu'on a fait Cape Town pendant 2-3 jours et qu'on ne rêve que d'une seule chose, c'est d'y revenir. En général, on aime bien faire aller les gens sur ce que les gens appellent communément la route des vins. Mais il faut savoir qu'en Afrique du Sud, donc on a une grande production de vin, mais contrairement à la France, c'est pas dans différents endroits du pays. Ici, toute la production de vin se fait au Western Cape, donc c'est-à-dire les environs du Cap. Et il n'y a pas une route à proprement parler, mais il y a bien des vignobles dans l'intégralité de la région. Donc il y en a déjà même dans Cape Town, mais on peut aller jusqu'à 1 heure et demie de route. Et alors on a notamment 2 villes qui sont sublimissimes, qui s'appellent Stellenbosch et Franschhoek. Franschhoek, c'est le coin des Français, littéralement en Afrikaans. C'est là où les Huguenots, en fait, ont élu refuge lorsqu'ils sont venus en Afrique du Sud. Et donc, il y a énormément de vignobles qui ont des noms français, la Petite Provence, Mont d'Or, etc. Montchel. C'est les dégustations dans les vignobles chez nous, c'est vraiment quelque chose de très très convivial. On fait beaucoup de pique-niques, les gens viennent en famille, les gens viennent entre amis. Ça n'a vraiment vraiment rien de guindé, c'est très agréable. On a les 3 sortes de vins et on a le MCC, donc qui est la méthode CAP, qui est la méthode champenoise, qui sincèrement sont délicieuses, même pour les puristes. Ensuite, je te laisse parler de la Garden Route. Oui, donc je vais prendre le relais sur la Garden Route, donc en français la route des jardins, qui s'étend à peu près sur 300 km entre Mossel Bay et Port Elizabeth. Donc nous, on a inclus dedans toute la région de Hermanus, Elgin Valley, qui ça reste aux alentours du Cap, mais pour rejoindre la route des jardins, on y passe dans tous les cas. Donc c'est route des jardins, tout simplement parce que c'est une région qui est très très fleurie, très verte, avec de magnifiques forêts. Donc on est en train sur la carte là, de la tracer. On commence généralement par les vignobles et puis ensuite on va de plus en plus vers l'est. C'est une très bonne destination qui se fait en été parce qu'il fait très beau, très chaud, très sec. C'est idéal pour les familles parce qu'il y a énormément d'activités comme la tyrolienne, l'acrobranche, le canoë, des balades qui sont vraiment très accessibles. Et surtout, c'est une destination où il n'y a pas de talus. Il y a aussi des réserves privées dans la route des jardins. Donc, en fait, ça permet, quand on a en 10 jours, par exemple, de faire et le Cap, de faire et le bord de mer, parce que c'est toute une route aussi côtière le long de la mer, et des safaris. Donc, ça, c'est une très bonne destination en tant que telle. Les familles en tant que telle. Et puis, on a mis sur la photo, là, pour l'instant, on arrive en plein dans la période des baleines, qui arrivent littéralement par centaines ici. Et donc, quand vous êtes sur la côte, depuis la côte, vous pouvez voir les baleines. C'est assez extraordinaire. La vie marine est aussi importante que la vie terrestre. Ensuite, si on en a le temps, ce qu'on fait, c'est qu'on fait en sorte que les gens prennent un vol. Et alors, là, comme je vous montre sur la carte, c'est 2 heures et demie de vol.
ils vont monter sur Johannesburg. Johannesburg, même si son nom fait parfois peur, reste quand même une destination où si on a le temps, moi je conseille en général 2 jours parce qu'on a des choses très très belles à voir. Le fameux quartier de Soweto qui en fait est, a mauvaise réputation, alors que pourtant c'est un des grands emblèmes de comment est-ce que les townships en Afrique du Sud sont en train de littéralement revivre. Le musée de l'apartheid, parce que ça fait partie de notre histoire. Et puis alors, on a des choses comme les visites de mines de diamants, parce qu'on reste quand même un grand producteur de diamants, et c'est toujours intéressant à aller voir. Et en voyage de noces, ça fait toujours plaisir, même si monsieur est souvent plus récalcitrant. Puis il y a plein de quartiers aussi qui étaient en pleine transition ces dernières années et qui sont maintenant devenus des emblèmes voilà, de toute l'histoire post-apartheid, de la mixité. C'est vraiment des épicentres artistiques qui sont maintenant des lieux à visiter et où c'est safe, enfin c'est sécurisé et on peut y aller sans problème. C'est très bobo, artiste, designer, décalé. On peut s'y promener sans aucun souci. Moi, toutes les destinations dont on parle ici, je les fais avec mon mari et mes enfants. Donc, on ne se permettra jamais de conseiller quoi que ce soit où les voyageurs ne seront pas complètement en sécurité. Alors, au niveau des réserves, parce que ça, c'est un des grands sujets sur l'Afrique du Sud. Les réserves. Donc, il y a plusieurs sortes de réserves. Il y a ce qu'on appelle des réserves privées, qui sont des concessions privées avec plusieurs lodges à l'intérieur de ces réserves. Et c'est vrai que ça permet d'avoir une expérience de safari qui est un petit peu plus exclusive, tout simplement parce que sont autorisés à rentrer dans ces réserves que les personnes qui logent dans les hébergements. Donc, il y a quand même beaucoup moins de monde. C'est un tarif qui est un petit peu plus élevé, mais c'est pour une expérience de safari qui est plus exclusif. Ensuite, il y a tout ce qui est réserve et parcs nationaux. Donc ça, c'est ouvert à absolument tout le monde. On peut y aller comme le Kruger. Comme le Kruger ou le parc d'Ado. On peut y aller à la journée. Il y a des logements à l'intérieur qui sont, on appelle les camps nationaux, où c'est des petits bungalows, vous avez votre lit, votre cuisine, votre frigo, donc vous faites vraiment comme vous voulez. Et là, vous n'avez même pas besoin d'avoir un guide. Vous, avec votre voiture, vous conduisez vous-même à travers le parc. Et il y a aussi des réserves qu'on appelle hors zone paludisme, qui sont, elles, au nord de Johannesburg ou sur la route des Jardins et qu'on privilégie pour les voyages en famille. Voilà, et nous, c'est vrai qu'on a tendance à souvent recommander, comme l'a dit Cynthia, les réserves privées parce que le niveau des rangers est souvent bien meilleur. On voit souvent plus d'animaux aussi. Et si jamais un voyageur vous dit « Mais Kruger ou Greater Kruger ?» Il faut savoir que le Greater Kruger sont des concessions privées. Le Kruger, c'est le parc national. Mais maintenant, en fait, à la base, tout a été ouvert. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait quelques jours d'abord dans le Greater Kruger, dans des concessions privées, et puis après, on laisse les gens partir pendant 1 à 2 journées dans le Kruger, comme ça, ils peuvent dire qu'ils ont fait le Kruger. Mais ce n'est absolument pas une obligation. Puis l'avantage de commencer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont inquiets justement d'être tout seul dans un parc avec des animaux avec dans la conduire leur voiture. À juste titre. Voilà, à juste titre. Mais du coup, ce qui est bien de commencer par la réserve privée, c'est qu'ils ont les safaris qui sont inclus avec un ranger et tout ça, donc ils appréhendent déjà mieux, ils apprennent plein de choses sur les animaux, un petit peu le comportement à voir, et comme ça, une fois qu'ils rentrent par eux-mêmes dans le couloir, ils sont quand même beaucoup plus sereins. Oui. Ils savent comment se comporter avec un éléphant. Vous entendrez souvent parler des game drives. Donc, la plupart des réserves, c'est bien ce qu'on appelle du full board. Donc, les game drives, c'est-à-dire les safaris en tant que tels, sont compris. C'est en général un game drive en fin de journée, quand la température de la journée a baissé et donc que la savane commence à s'activer, la savane ou la jungle commence à s'activer pour la nuit. Et le game drive du matin qui, lui, commence très tôt, vers 5 heures du matin. 5-6 heures. Parce que, idem, c'est le moment où les animaux sont encore actifs. La journée en tant que telle, vu que ce sont des heures chaudes, les animaux font la sieste, se reposent, il ne se passe rien. Et donc, du coup, les gens profitent du lodge. Ou alors, la plupart des lodges proposent aussi d'autres activités. Il y a aussi les bushwalks qui sont vraiment sublimissimes. Ça, c'est vous partez avec un ranger à pied
au centre de la réserve. C'est pour moi, ça et la montgolfière, ça fait partie des 2 plus belles expériences en safari. Juste pour le inside tip, qui sont réellement les Big Five? Donc, on entend souvent parler des Big Five, oui, mais est-ce que c'est une réserve Big Five? Bon, même si vous savez probablement quels sont les 5 animaux qui font partie des Big Five. Petit rappel pour ceux qui ne le savent pas: éléphant, lion, hippopotame, buffle et rhino. Mais pourquoi est-ce que le guépard n'en fait pas partie? Pourquoi est-ce que tous ces autres merveilleux animaux n'en font pas partie? En fait, le Big Five, à la base, c'était un terme à l'époque de la chasse. C'était les 5 animaux les plus dangereux à approcher pour les chasser. Donc, quand les gens disent oui, mais je veux du Big Five, je veux du Big Five, somme toute, le Big Five en lui-même n'a pas de réelle connotation parce que c'était une connotation de chasse. C'est quand même important à savoir. Ensuite, donc le Kruger, on vous en a parlé. Le Kruger fait la taille de la Belgique, pour vous donner un petit peu une idée. Donc, quand les gens vous disent, alors moi, je veux traverser le Kruger du nord au sud, c'est génial, mais ça fait vraiment partie d'un voyage à part entière, parce que non seulement ça fait la taille de la Belgique, mais en plus, on ne peut pas dépasser le 30 km/h. Donc, imaginez-vous faire la Belgique à du 30 km/h. Ne dites rien, je suis belge. C'est un pays merveilleux à faire du 30 km/h. Mais voilà. Quelque chose à rajouter sur le Kruger? Non, donc dans les circuits, on se concentre principalement sur la partie sud du Kruger, tout simplement parce que c'est vraiment immense. Et le Greater Kruger et la partie sud du Kruger sont très denses en animaux. Ouais, très très denses en animaux. Et on a déjà abordé les autres. Évidemment. Quand on sort du Kruger, on a aussi le Blythe River Canyon, qui est le 3e plus grand canyon au monde. Le premier étant donc forcément au Colorado. Le Grand Canyon. Le Grand Canyon, merci. Et le Fish River Canyon, qui est aussi chez nous, juste à la frontière avec la Namibie. Mais par contre... Non, le Fish River, ouais. Oui, merci. Non. Et, mais par contre, c'est le premier canyon le plus vert au monde. C'est vraiment merveilleux. La plupart du temps, quand on prend des photos comme celle qu'on vous montre, les gens disent « Ah, tu l'as fait en hélicoptère ?» Mais non, non. Ça, c'est une photo avec les pieds sur terre. Il y a vraiment de quoi s'occuper, mais nous, en général, on conseille plutôt de le faire à la journée. Ouais, à la journée, à la rigueur 2 jours, parce qu'il y a quand même des activités à faire si les gens veulent prendre leur temps. On peut y faire de la montgolfière. Alors, c'est pas au-dessus du canyon, mais c'est en bordure. On peut faire du canoë dans le fond du canyon. Il y a énormément de randonnées de tout niveau. Donc, 1 voire 2 jours, c'est vraiment l'idéal. Tout à fait. Pour avoir le temps aussi de faire toute la route panoramique avec les différents arrêts, prendre des photos et tout ça. Donc, voir en 2 jours. Le Pilanesberg. Donc, juste pour vous donner une idée, donc ici, on a bien parlé du Kruger et du Blythe River Canyon qui sont ici. Le Pilanesberg est beaucoup plus proche de Johannesburg. Il faut compter 2 heures, 2 heures et demie de route. C'est une réserve qu'on conseille assez souvent, notamment pour les familles, parce qu'elle est hors zone paludisme, tandis que le Kruger est dans une zone palud. Et c'est vraiment une réserve qui est merveilleuse à faire aussi. Idem, vol en montgolfière, bushwalk, game drive, big five, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Je permets d'accélérer parce que je vois qu'on est de nouveau hyper passionnés et qu'on parle trop. Là, je vais te laisser prendre la main parce que tu reviens justement de Saint-Lucie. Il y a 2 semaines. Donc, il y a toute une partie qu'on appelle le KwaZulu-Natal. On va montrer sur la carte ici, donc qui se fait très bien depuis Durban ou alors en revenant du Swaziland. C'est une tropicale. Voilà, des champs de canne à sucre à perte de vue quand on sort de Durban. Et on a différents arrêts dans cette région. Le premier, c'est Sainte-Lucie. Donc, c'est un estuaire, c'est coincé entre un bras de fleuve et l'océan Indien. C'est un peu la capitale de l'hippopotame. Il y en a partout, même la nuit, quand on sort en voiture, il faut faire attention parce que du coup, la nuit, ils sont en ville et tout ça. Donc, il y a les hippopotames, on peut faire des croisières sur le bras de fleuve justement pour les voir. À côté de Sainte-Lucie, il y a un énorme parc qui s'appelle Isimangaliso Wetland Park. Il est unique en Afrique du Sud parce qu'en fait, il y a 7 écosystèmes différents qui sont dans ce parc-là.
Donc, on organise des excursions à la journée pour aller faire un safari dans le parc, mais en même temps, on peut faire et safari et snorkeling dans la même journée, justement à cause de ces différents écosystèmes qui sont dans le même parc. Donc, c'est vraiment super. Sainte-Lucie, on conseille d'y rester 3 jours parce qu'il y a énormément d'activités à faire. Il y a voilà, la croisière, il y a le parc, il y a du snorkeling, il y a les baleines quand c'est la saison. Chouchoué, une autre réserve Il privée. y a une autre réserve, la plus vieille réserve d'Afrique, la rivière de Chouchoué, qui a 1 heure de route. Il y a des balades à cheval. Enfin bref, c'est vraiment une étape au moins de 3 jours à faire. Ensuite, c'est vrai que ça nous arrive de traverser le Swaziland parce que c'est un pays qui est enclavé dans l'Afrique du Sud. J'ai écrit au-dessus. Bref, ici, Eswatini. Donc, Eswatini, c'est bien le nouveau nom du pays. Et donc, c'est vrai que pour les gens qui ont atterri à Durban, qui ont fait Sainte-Lucie, Simangaliso et qui partent ensuite vers le Kruger, on va les faire traverser le Swaziland. On l'utilise pour faire une nuit et vraiment un pit stop. Les Swazis sont des gens absolument adorables. C'est un joli pays. On n'a pas de quoi vraiment s'arrêter pour toute une semaine, mais c'est quand même un très, très beau stop. Et puis, pas du tout sur cette route-là, mais c'est parce qu'on nous en parle de plus en plus souvent pour tout ce qui est hors des sentiers battus, c'est le Drakensberg et le Lesotho. Donc, de nouveau, on a un deuxième pays enclavé qui est ici, et on a toutes les montagnes du Drakensberg qui sont ici. Et ça, c'est pratiquement une destination à part entière. C'est extraordinaire. Mais c'est pour les gens qui sont des fans de trek, de hike, de rando et de montagne. De d'endroits isolés. Oui. Ouais, c'est vraiment très, très isolé. Il y a des randonnées très connues avec la Cathedral Peak, avec l'amphithéâtre. Tout ça, c'est des formations rocheuses. Et surtout, on peut aller au Lesotho. Et là, le Lesotho, on peut vraiment vivre des expériences coupées du monde où les gens sont à cheval. On peut partir en trek à cheval sur plusieurs jours et tout ça. On poney, pardon, pas à cheval. Le poney n'est pas le cheval. Et voilà, donc c'est vraiment une expérience à part qui est de plus en plus en recherche. Pour quel budget? Ça, c'est toujours la grande question, parce que les gens sont toujours persuadés que parce que c'est l'Afrique, ça va pas être cher. L'Afrique du Sud n'est pas une destination bon marché. Au niveau hôtelier, on est sur les mêmes budgets que ce qu'on va connaître dans l'hôtellerie française. Donc ça, c'est quand même assez important à se mettre en tête. Nous, en général, on conseille pour un voyageur indépendant en autotour un budget à partir de 150 € par personne par jour. Ça inclut hébergement, voiture et vol intérieur. Et quelques safaris. Et quelques safaris, oui, tout à fait. Mais en dessous de ce budget-là, nous, on le déconseille, pas du tout par snobisme, vraiment uniquement parce que sinon, on va virer vers le backpack et des modes de transport qui ne sont pas toujours confortables. Et l'Afrique du Sud, c'est quand même un pays qu'on aborde d'une façon assez confortable parce que sinon, les expériences peuvent parfois être pas optimales, vais-je dire. Pour un groupe organisé, donc vraiment l'intégralité, l'hébergement, transfert, vol interne, guide et 3 repas par jour, on commence à 250 € par personne par jour. Des saisonnalités, comme tu le dis toujours, c'est toujours la bonne saison. L'avantage de l'Afrique du Sud, c'est tellement immense qu'on a différents climats dans le même pays et du coup, on peut venir toute l'année. Alors, on ne peut pas venir partout toute l'année, mais voilà, on peut venir sur les 12 mois, il y aura quelque chose à faire et ce sera forcément la bonne période quelque part. Après, pour les safaris, c'est quand même très demandé en Afrique du Sud. Le mieux, ça va être de mai à octobre. Avril, c'est la fin de la saison des pluies, donc de mai à octobre. Sachant que juin, juillet, août, c'est vraiment les périodes sèches et ce qui est idéal. Après, le reste de l'année, pour les safaris, c'est bien aussi, sauf que voilà, il fait très chaud, il fait humide. Et à l'inverse, pour toute la région du Cap, juin, juillet, août, c'est vraiment à éviter la route des jardins parce que il fait froid, il pleut. Par contre, de novembre à avril, c'est génial parce que c'est l'été et le printemps chez nous, quoi. Voilà. Donc, c'est vraiment à partir de toute cette zone ici en bas où on a un véritable hiver dans lequel on est maintenant. Enfin, un véritable hiver, ça va, on est entre 15 et 20 degrés. Ouais. Mais c'est vrai qu'il fait frais et c'est vrai qu'on a plus de pluie à cette période-là. Alors que la partie nord, c'est plus saison humide, saison sèche, comme sur un peu le reste de l'Afrique.
On n'est pas encore aussi complet que la Namibie. Donc, la Namibie, comme vous le savez sûrement, sont des voyages qui se préparent 1 an à l'avance à cause de la disponibilité. Mais il faut savoir que les Sud-Africains, eux-mêmes, voyagent dans leur propre pays. Donc, quand c'est les congés scolaires ici, tout est plein. Ce sont des dingues de leur nature, ce sont des dingues de leurs réserves. Et pour vous donner une idée, en décembre, janvier, qui est donc notre été, au Cap, on a 1,5 million de personnes en plus qui sont là parce que c'est l'équivalent du Saint-Tropez de l'Afrique du Sud. Donc parfois, on a des gens qui, au mois de septembre, se réveillent en se disant « Oh, bah, je ferais bien un petit trip en Afrique du Sud au mois de décembre. » Eh ben, c'était pas les seuls à y avoir pensé. Donc du coup, c'est vrai que point de vue disponibilité, au plus tôt le mieux. Et c'est aussi au plus tôt qu'on a les meilleures offres dans les hôtels. En last minute, on a toujours les suites nuptiales et les gens sont pas très négociés. Il y a 2 extensions possibles, enfin, il y en a beaucoup, mais les plus fréquentes, c'est l'idéal pour 2 nuitées sont les chutes Victoria, qui ne sont donc pas du tout juste à côté, mais quand même à quelques heures de vol. Et le Mozambique, où j'ai une grande passionnée du Mozambique ici, alors je vais peut-être plutôt te laisser la parole sur le Mozambique. Oui, donc il y a les chutes qui sont à 2h30 depuis Johannesburg. On peut aussi partir du Cap, donc côté Zambie ou côté Zimbabwe, sachant que niveau offre d'hébergement, le côté Zimbabwe est quand même beaucoup plus développé que le côté Zambie. Voilà. C'est aussi possible de faire les deux dans le même séjour parce qu'il y a des visas multi-pays. Ah, tu parles des chutes. Je parle des chutes, ouais. Le Mozambique, l'avantage du Mozambique, c'est que ça permet de faire un voyage safari et après en 2 heures de vol directement depuis le parc Kruger, donc depuis l'aéroport de Nelspruit. Il y a des vols directs qui arrivent à Vilanculos, donc Vilanculos qui est quand même dans la partie sud, sud du Mozambique. Vilanculos, c'est un petit village de pêcheurs en bord de mer et l'avantage, c'est que juste en face, il y a un archipel très connu qui est l'archipel de Bazaruto. Donc là, on est vraiment dans l'ambiance île de rêve, plage de sable blanc, petits pêcheurs qui partent avec leur bateau, plongée, snorkeling. Lodge ultra privé. Voilà, donc on est vraiment sur la carte postale idéale pour des voyages de noces ou pour tout le monde, pour les familles, pour ceux qui veulent finir sur du balnéaire. Et encore une fois, c'est 2 heures de Kruger en direct, donc ça se fait très très bien. Alors, dernière slide, promis Sarah, s'il te plaît, ne nous coupe pas. Ce sont les objections que les voyageurs peuvent avoir par rapport à l'Afrique du Sud et je pense que c'est quand même toujours important à soulever. Les oui mais, est-ce dangereux? Parce que ça, on entend beaucoup. Alors, l'Afrique du Sud, il y a des endroits qui sont terriblement dangereux. Nous ne le nions pas. Sauf que ce sont des endroits dans lesquels les voyageurs ne passent pas. Nous-mêmes, nous y vivons en famille, etc. Au Cap, il y a des zones qui sont dangereuses, mais ce sont des endroits où personne ne met jamais les pieds. Idem au niveau de toutes les routes qui vont suivre, on ne fait jamais passer par des zones à risque. Les zones à risque, nous, sont plutôt isolées. Donc en 12 ans de temps, on n'a vraiment jamais eu un souci avec nos voyageurs sur les routes, ni aucune autre DMC ici, ou en tout cas qui soit vraiment connue. C'est une destination qui est très pratique parce que, en règle générale, on est à la même heure que la France, donc il n'y a pas de décalage horaire, si ce n'est qu'une heure quand vous passez en heure d'hiver, mais vu qu'on ne sait plus trop à quelle heure vous allez rester, voilà. Mais en tout cas, pour l'instant, nous n'avons pas de décalage horaire. Il n'y a pas de vaccin nécessaire. On n'a pas de graves maladies. La seule et unique chose, c'est effectivement certaines zones qui sont des zones à paludisme, donc à malaria. Et c'est absolument pas la majorité. C'est vraiment, ça va concerner justement le Kruger et le KwaZulu-Natal, donc Saint-Lucie-Mangaliso. Mais pour une famille qui vient faire la Garden Road, il n'y a pas besoin de vaccin, il n'y a pas besoin de médicaments, on n'a pas de graves maladies ou quoi que ce soit. L'état des routes est nickel, parfait. Moi, je suis toujours mort de rire quand je rentre en France ou quand je rentre en Belgique et que je vois l'état de nos routes et ce qu'on en a fait. Ici, elles sont rebitumées constamment, elles sont lisses. C'est une des grandes destinations des motards et c'est pas par hasard. C'est parce que la qualité de nos routes est vraiment fabuleuse. Et tout le parc automobile est très récent parce que l'Afrique du Sud surtaxe les vieux moteurs. Bref. Donc même les voitures de location, etc., c'est vraiment pas un souci. Au niveau des visas,
Si vos voyageurs sont des ressortissants de l'Union européenne, ils n'ont pas besoin de visa. Ils arrivent ici, ils reçoivent un visa touristique de 3 mois. Et il y a juste encore le voyager avec des mineurs, où si les deux parents sont là, il faut encore le certificat de naissance des enfants en anglais. Et si c'est un seul parent qui voyage avec l'enfant, là, nous, on s'occupe de donner toutes les modalités, mais c'est à la base, c'est un papier notarial. Normalement, cette loi a été annulée. Et donc, d'ici, à mon avis, quelques mois, les gens pourront revoyager avec leurs enfants sans contrainte. Mais pour l'instant, certaines compagnies aériennes ne sont pas encore au courant, donc on continue à le conseiller pour ne pas avoir de soucis au départ. Et c'est donc aussi un pays qui permet de voyager réellement hors des sentiers battus, parce qu'il y a tellement de choses à faire et tellement de choses à voir et qui sont facilement accessibles et en toute sécurité. Donc, on peut se permettre de faire et du bucket list et du hors des sentiers battus sans aucun souci. Voilà, maintenant nous sommes ouverts à toutes les questions et pour vous donner des réponses, forcément. Alors, je vais reprendre un petit peu le question mode. Ok, je ne sais pas encore utiliser. Il y avait une question sur les leçons balnéaires, mais on a répondu. Alors, y a-t-il des endroits à conseiller pour des extensions balnéaires? Ah, voilà, merci. Merci beaucoup, Sarah. Oui, donc comme Cynthia l'a mentionné, enfin, je te laisse parler. L'Afrique du Sud en soi-même, c'est pas vraiment c'est pas un pays balnéaire, tout simplement parce qu'au Cap, l'eau est quand même relativement froide, même si les plages sont magnifiques. Il y a la partie KwaZulu-Natal où on peut faire du balnéaire. Vers Sainte-Lucie, mais l'idéal c'est le Mozambique, donc en vol depuis le Kruger ou Johannesburg, où là on a vraiment du balnéaire comme on peut imaginer avec des plages de sable blanc. Voilà, tout ceci ici en rouge, là on peut être sur du balnéaire et comme l'a dit Cynthia, oui, je ne retrouve plus les questions. Alors, il y en a qui sont en train d'écrire des petites questions. Je vais vous les publier. Pas de questions. Je ne les vois pas. Ah, pas de questions particulières. Bon. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas à poser vos questions. C'est l'occasion. Là, Julie et Cynthia sont en direct du Cap. Si vous avez des questions par rapport à l'Afrique du Sud, n'hésitez pas. De toute façon, elles vous enverront un mail dans les jours qui viennent avec le replay du webinaire. Et si vous avez d'autres questions qui vous viennent, n'hésitez pas à leur poser. Du coup, on va prendre un petit peu de temps pour voir si vous avez des questions. Et puis, si pas, ça veut dire que tout a été clair. Donc, parfait. Ah si, pardon, il y en a. Combien de temps conseillez-vous au Drakensberg? Pour faire le Drakensberg, pour des gens qui veulent faire une étape montagne, mais sans forcément des grands fanats de randonnée, il faut quand même un minimum de 2 nuits. Parce que y a pas mal de routes qu'on y accède, soit par le sud, par Durban, il faut compter 2h30, 3h de route, ou depuis Johannesburg, c'est 4-5 heures. Donc voilà, pour au moins, si on y passe au moins 2 nuits, 3, c'est bien. Savoir que le Drakensberg, c'est une chaîne de montagne, le Lesotho, il y a même une station de ski. Donc, autant dire qu'en juin, juillet, août, on déconseille fortement parce qu'il fait 0 degré et qu'il neige. Et en dehors de l'hiver, on peut y aller sans aucun souci. Alors, je vois pour le parc. Alors, est-il possible pour les voyageurs de conduire librement dans tous les parcs nationaux? La réponse, c'est oui. Les routes, donc il y a des routes bétonnées et il y a des pistes. Les pistes, on peut y accéder dépendant du type de voiture qu'on a, mais donc du coup, même si les gens louent une petite voiture, ils peuvent le faire via les routes. Les pistes, nous, on adore ça. Maintenant, ouvertement, on va pas dire aux gens lancez-vous dans les pistes parce qu'il faut quand même une bonne carte, etc. Mais c'est une expérience vraiment. On ne peut pas se perdre de toute façon, puisque toutes les petites pistes qui partent des routes principales, c'est des boucles, donc on revient forcément sur une route principale à un moment ou à un autre. Et c'est très bien gardé, donc de toute façon, il y a des heures d'ouverture des parcs, des heures de fermeture des parcs. Si on loge dans un parc, il faut les lettres d'hébergement et les hébergements préviennent les rangers si les gens ne sont pas arrivés à la tombée de la nuit. Donc du coup, les rangers partent à la recherche des gens. Donc même si les gens venaient à crever un pneu
sur le bord d'une route et se retrouver complètement coincés, ils peuvent être assurés qu'à partir de la tombée de la nuit, Il y a quelqu'un qui qui va venir à leur recherche pour les retrouver. Parce on ne se rend pas compte, mais c'est très contrôlé, très surveillé. Et par contre, ils risquent d'avoir une amende. Bon. Pour le parc sur la côte, vous parlez de Isimangalis, tout à fait. Et au-dessus, Cap Vidal. Cap Vidal, qui est dans le parc, en fait. Et là, on peut faire du snorkeling et se baigner. Voilà, qui est vraiment une superbe destination. En vol direct pour Cape Town, c'est 11 heures de vol. Cape Town et Johannesburg. Depuis Paris. Cape Town, Paris, c'est 11 heures. Voilà. Il y a énormément de lignes aériennes qui transitent par Londres, Francfort Londres, Francfort et je ne sais plus laquelle, mais qui font le vol de nuit. Moi, en général, pour ceux qui font pas un direct depuis Paris, moi, je recommande ça parce qu'ils arrivent à 7 heures du soir à Londres ou à Francfort. À 9 heures du soir, ils prennent leur vol et à 9 heures du matin, ils atterrissent. Et donc, du coup, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de décalage horaire, qu'ils sont un peu fatigués parce qu'ils n'ont pas passé une bonne nuit, mais, enfin, ça dépend en quelle classe on voyage. Mais sinon, ils ne sont pas complètement décalés. Et moi, en général, je recommande cela. Avec grand plaisir. Merci en tout cas à tous ceux qui nous ont fait les compliments et quelqu'un qui dit ça donne juste envie de venir. Venez. Mais venez, hein. Venez. Ah voilà. Surtout venez. Et puis surtout, nous on fait du voyage sur mesure. Donc même si sur notre site internet vous allez voir des idées de circuits pour donner envie, tous nos rangers sont là pour tout organiser sur mesure pour vos voyageurs. Donc, appelez-nous, posez-nous toutes les questions qu'il faut. On est vraiment, vraiment là pour ça. C'est une passion qu'on a et qu'on partage avec grand plaisir. Voilà, parfait. Merci à vous deux pour votre temps et toutes ces informations. Je pense que là, vous avez été très complète, donc c'est super. S'il n'y a pas d'autres questions, on va du coup arrêter la formation. Alors, j'attends juste une petite seconde. Je vois qu'il y en a qui sont en train d'écrire. Merci Brigitte. Bonne journée. Voilà. Donc apparemment pas d'autres questions. Merci à vous et puis bonne fin de journée à tous et à très bientôt pour de nouvelles formations. Merci beaucoup. Bonne journée.